La peur, c'est comme l'arsenic. Une mort lente, douloureuse, quasi certaine. Tant qu'on ne l'a pas identifiée, elle gagne du terrain, elle est silencieuse. Elle se répand patiemment, comme un venin, dans tout votre corps, et vous tue à petit feu. Telle est la face sombre de la peur que l'on laisse cacher sous le tapis. Pendant 10 ans ou presque, j'ai reproduit et élargi mes peurs. En refusant jusqu'à leur existence même, je leur ai cédé du terrain. Jusqu'au choc ultime, jusqu'à l'attaque de panique de trop, celle qui m'a amené à la situation la plus extrême. Désormais, le seul endroit dans lequel je me sentais à peu près bien et en sécurité, c'était chez moi. J'ai alors compris une chose essentielle. Si je ne faisais rien, j'allais probablement finir enfermée chez moi, et seule, sans doute. Donc à partir de là, il a fallu que je réagisse, et que je réagisse de manière ordonnée. Philippe, l'anti-héros que je vous propose de rencontrer aujourd'hui, est aussi passé par là. Lui non plus n'a pas complètement cédé à la peur, et à présent, il prend le métro tous les jours et profite régulièrement des merveilles de la nature. Je l'envie au moins autant qu'il me donne de l'espoir. Vous allez voir, son histoire montre que l'on peut surmonter la peur de la peur. Bienvenue dans Anti-Héroïne, le podcast artisanal qui décortique les peurs ordinaires. Bonjour. Bienvenue dans Anti-Héroïne. Merci de m'accueillir. Alors Philippe, j'ai envie de te poser une question que je pose à tous les invités. Est-ce que la figure de l'anti-héros te parle ? Et si oui, tu dirais que tu es quel genre d'anti-héros ? Elle me parle dans le sens où je vois ce que c'est. J'ai pu, on va dire, dans des livres, dans des films, en aimer. Est-ce que je suis un anti-héros ou peut-être, pas à la manière de certains anti-héros que j'ai pu aimer, comme un qui me vient à l'esprit, c'est Bardamu, qui est le personnage principal du Voyage au bout de la nuit, qui est mon roman préféré, qui est assez anti-héroïque. Si je devais pourquoi je serais un anti-héros finalement, c'est ça la question. En ceci que le héros est une construction un peu quand même, hein, quelque chose d'assez inventé, une vision idéalisée de l'homme. Je me sens plus proche, on va dire, d'une vision de l'homme telle que on pourrait la retrouver dans Dostoïevski, donc un être plein de névroses, un être avec des failles, un être avec parfois un côté mauvais aussi. Donc est-ce que je suis un anti-héros ? Oui, dans le sens où je suis humain et je pense qu'on est tous anti-héros. Qu'il t'arrive d'avoir peur, de quoi et dans quelles circonstances ? Oui, et comme tout le monde, il m'arrive d'avoir peur en tout un tas de situations. Mon cas personnel étant que je fais une distinction entre la peur et l'anxiété, entre le stress et l'anxiété, entre la peur et l'angoisse, entre la peur et la phobie. C'est la même racine, mais je fais quand même une distinction. Je pense que la peur est quelque chose de parfaitement... les deux sont parfaitement naturels et humains. Mais la peur est beaucoup plus, on va dire, quotidienne, occasionnelle. C'est une voiture arrive un peu trop vite, je vais reculer. Sur le quai du métro, je vais avoir tendance à pas trop m'approcher du bord quand le métro arrive ou même quand il n'arrive pas. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler de la peur, quelque chose de parfaitement rationnel et finalement de protecteur. Là où je fais une distinction, c'est vis-à-vis de l'angoisse, où c'est peut-être plus dans l'irrationnel, des choses un peu plus complexes, un peu plus profondes, un peu plus débilitantes et difficiles à résoudre ou à comprendre parfois. Et pour répondre à ta question, oui, bien sûr, il m'arrive d'avoir peur tous les jours. Parfois des peurs, comme je dis, naturelles, normales, très compréhensibles, et parfois d'autres qui sont aussi compréhensibles mais d'une autre manière, qui sont plus proches de la phobie. Et dans mon cas, je suppose qu'on va en parler après. On va en parler, effectivement. Okay. Est-ce que tu dirais que tu aimes avoir peur ? Est-ce que la sensation d'avoir peur te plaît ? Est-ce que tu aimes en fait te faire peur ? Et si oui,
quoi exactement? Je suis bien obligé de répondre oui, dans le sens où on en parlait avant entre nous. Hein, le simple fait d'aimer regarder des films d'horreur. J'en ai vu un fascinant récemment qui s'appelle Midsommar, avec des très belles images et qui provoque une fascination comme les films d'horreur ramènent des gens. J'aime bien regarder des faits entrer l'accusé, des polars. Toi aussi, je vois tes bibliothèques. Je donne un peu des éléments de ta vie pour que tu sois pas la seule à passer sur le grill. Mais oui, je suis bien obligé de dire oui que j'aime me faire peur d'une certaine manière, qu'il y a une fascination à ça. Je pense, alors là par contre c'est ma petite réflexion et elle vaut ce qu'elle vaut, mais je pense qu'il y a la peur qu'on subit, la peur qu'on s'inflige. Et ta question est juste parce qu'elle demande est-ce que tu demandes est-ce que j'aime me faire peur? Oui, me faire peur. Avoir peur, non, j'aime pas ça. La différence étant que dans un cas j'ai le contrôle, dans l'autre je ne l'ai pas. Mais effectivement, une peur contrôlée, une peur qui vient comme ça, on va dire titiller, c'est un désir étrange de voir des choses parfois violentes, parfois horribles, parfois inquiétantes, angoissantes, que sais-je. Oui, ça oui, effectivement, je suis obligé de le constater. Ce qui est assez étrange d'ailleurs, hein, c'est une très bonne question parce que je pense que ça touche à quelque chose d'important dans notre relation à tous à la peur. Pourquoi est-ce qu'on produit autant de films qui, tout bien pesé quand même, provoquent une réaction qu'on n'est pas censé aimer? Est-ce que tu dirais que tu aimes faire peur à d'autres? Non, alors pour le coup non. Mais vraiment, j'ai aucun plaisir à faire peur aux autres. J'ai jamais été du genre à faire des farces, ne serait-ce que ce genre de choses, même à attendre dans un coin et bondir sur les gens qui la version zéro, la version tarte à la crème du genre. J'avoue ne pas du tout aimer ça. J'ai une sorte de gêne. J'aime pas, voilà, faire naître ce sentiment chez les autres. C'est pas du tout quelque chose qui me plaît. Je sais qu'il y a des gens qui aiment ça. Certains, ouais, alors ce que j'allais dire, je pense que certains par sadisme inquiétant et d'autres par un sadisme, on va dire, un peu plus drôlatique, mais j'admets non, moi non. Vraiment, c'est pas du tout un truc qui me plaît. Et j'aime pas non plus qu'on me le fasse, pour être tout à fait honnête. J'aime pas du tout les mauvaises blagues, non. On retombe un peu sur ce que je disais, s'il y a contrôle, ça va. Il peut y avoir plaisir, s'il y en a pas, c'est subi. Et donc j'aime pas le faire aux autres. Et donc finalement, comment est-ce que tu définirais ton rapport à la peur? Déjà celui d'une vieille connaissance qui n'est pas nécessairement toujours apprivoisée, car j'ai voulu lui donner une sorte de personnalité comme une vieille dame que je connais depuis longtemps, mais finalement non, c'est pas le cas. Enfin, mais ta question est bonne, hein, mais moi en tout cas personnellement, je lui donne pas trop Alors tu vois, c'est marrant, hein, mais je pensais pas faire une séance de psy, mais c'est très intéressant comme question parce que du coup me vient une idée en tête. Je me dis que si je devais lui donner une apparence, ça serait moi-même. Et sans faire de la psychologie à la petite semaine, je me vois moi avoir peur. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que c'est même si ça peut nous être imposé par les événements extérieurs, on est quand même souvent nous-mêmes créateurs même physiologiquement créateurs de cette émotion. Donc j'aurais du mal à lui donner une apparence. Mais quand je dis vieille connaissance, c'est parce que je connais le sentiment et on va dire il a une place un peu non négligeable dans ma vie depuis très longtemps, depuis l'enfance. Une vieille connaissance pour qui tu aurais peut-être de l'affection, de l'empathie parfois, ou à l'inverse que tu supportes pas et ce serait un peu comme une vieille tante voilà dont Tati Daniel. Voilà, un peu Tati Daniel dont tu n'attends qu'une chose, c'est son héritage quoi. Et qu'elle meure avant. Oui, j'aimerais qu'elle disparaisse, ou en tout cas pas complètement. Quelqu'un qui n'aurait vraiment absolument peur de rien, je pense qu'il est assez mal barré dans la vie. C'est dangereux. Très dangereux. Je sais pas si t'as entendu parler justement, il y a une dame comme ça qui est toujours en vie d'ailleurs. Qui a priori n'éprouve aucune peur, c'est une américaine, si mes souvenirs sont bons. Il y a des tonnes de scientifiques qui ont fait toutes les expériences du monde sur elle. Enfin vraiment, elle
n'éprouve aucune peur, jamais. Ouais. Mais du coup, elle a plein de difficultés dans la vie parce qu'elle se fait avoir par plein de choses. Enfin, il y a plein de choses qu'elle voit pas, elle se met en danger complètement. Oh, c'est fascinant qu'elle soit encore vivante. C'est exceptionnel. Et je me souviens, j'en profite. Hein, moi aussi, un truc me vient en tête. J'avais regardé Free Solo, le documentaire sur un alpiniste qui fait la montée d'un mur, une verticalité absolument gigantesque, sans sécurité aucune. Donc il fait quelque chose, je crois, qui n'a jamais été fait. Bref, le documentaire est assez fascinant, assez pénible à regarder pour quelqu'un comme moi qui a aussi un peu le vertige. Mais passer les mains moites, les pieds moites, tu regardes quand même un truc qui est dingue, et surtout tu vois que ce type a une personnalité quand même à part. Qui lui manque même un peu d'empathie, je trouve, dans cette psychologie d'une absence de peur qui confine à la normale. Je le dis sans aucune méchanceté, mais qui confine à la normale. C'est pas normal d'être à l'aise, enfin en tout cas d'être capable de faire quelque chose pareil. Je trouve pas ça normal. J'aime pas le mot, mais je vois, j'ai pas mieux là pour l'instant pour le définir. Après, on le voit dans ses rapports avec sa copine, avec ses proches. Il a aussi une certaine, je trouve, une sorte de calme plat vis-à-vis de trop de choses qui me font penser c'est pas hyper sain. Il m'a fait l'impression d'un type qui s'il n'avait pas trouvé des murs à grimper, serait potentiellement devenu quelqu'un de dangereux. Là, c'est ma petite conjecture dans mon plumard en regardant le truc sur je ne sais quelle plateforme de streaming, mais il me semblait bizarre quand même. Il me semblait bizarre, et cette absence de peur m'a l'air d'être quelque chose d'assez peu sain finalement. Donc je sais plus quelle était la question parce qu'on a pas mal digressé, mais elle était intéressante. Non, c'était sur ton rapport à la peur. Mon rapport à la peur, oui. Comment tu te situes aujourd'hui? Non, tu m'avais demandé si j'avais de l'affection pour elle ou si je voulais qu'elle meure. De l'affection, j'irais pas jusque là, de la compréhension, une forme d'acceptation parce que je suis bien obligé de vivre avec. Je lui reconnais une certaine utilité, mais on va dire en dernière instance, je lui reconnais quand même dans mon cas de plus m'avoir fait de mal que de bien. Mais voilà, elle fait partie de moi, donc je vis avec. Je ne veux pas qu'elle meure, car si elle mourrait, peut-être ça voudrait dire que moi aussi. Enfin, je sais pas. Je pense ça. J'ai accepté ça comme quelque chose de très naturel, en fait. Même, on va dire, ma version assez exagérée de la peur me semble être quelque chose d'assez naturel chez moi. Première phobie, vraiment j'appelle ça une phobie dont j'ai souffert, c'était à l'enfance, c'était la peur irrationnelle qu'il arrive quelque chose à ma mère, qui est vraiment devenue une phobie au sens où à son plus fort, j'avais même du mal à être éloigné d'elle, à ne pas être avec elle dans la même pièce. Ensuite j'ai eu une phobie à la phobie de la pluie et du vent. Mais dit comme ça paraît. Mais en fait, oui, voilà, des intempéries, des événements météo un peu extrêmes. Mais c'est arrivé à un point où même je regardais la météo tous les jours, je savais le lendemain s'il allait pleuvoir, s'il allait y avoir du vent, j'avais peur quand il y avait trop de vent, etc. Donc ça, c'est quand tu étais enfant. Ça, c'est quand j'étais enfant. Et ça a persisté assez peu de temps, ça a duré 2-3 ans. Non. Avant même l'adolescence, j'avais plus. C'est passé absolument. Comme celle d'avant, mais celle d'avant un peu en quelque sorte, celle par rapport à ma mère, un peu été remplacée par celle-là. Et je me permets une petite digression, je pense avec le temps, avec le travail que j'ai pu faire en thérapie, que souvent les phobies sont le symptôme de quelque chose, mais pas un mal en soi. Et que donc oui, j'avais pas peur rationnellement de la pluie et du vent, personne n'a peur rationnellement de la pluie et du vent, mais c'était finalement un exutoire pour quelque chose de plus profond et de plus problématique. Donc ça, c'était un peu durant mon enfance, et à l'âge adulte, elles sont revenues. Alors c'est cette sorte de panique vis-à-vis qu'il arrive vis-à-vis de ma mère et même d'autres proches, qu'il arrive quelque chose à mes proches. J'avais un peu ça. Mais ensuite, c'est déclenché ce qu'on appelle un trouble d'anxiété généralisée. Et là, c'est un peu la phobie de la phobie. Je crois savoir, je suis pas non plus un expert en la matière,
on appelle ça agoraphobie, mais pas un peu par abus de langage. J'ai pas peur de la foule. C'est quelque chose de très proche de la claustrophobie. C'est-à-dire que quand on a un trouble d'anxiété généralisée, on a la phobie de l'attaque de panique, comme j'ai fait les attaques de panique, et qu'en fait, du coup, on veut pas être dans des situations où potentiellement on pourrait faire une attaque de panique et on n'aurait pas de recours. Donc du coup, on esquive les situations de non-recours. Ce qui pousse les gens qui ont ce souci, comme ça m'est arrivé, à se déplacer le moins possible et à rester chez eux. Je pense que vient de là peut-être, mais à vérifier, cet abus de langage, comme je dis, de l'agoraphobie. Dans le sens où, voilà, c'est des gens qui restent chez eux. Donc ils vont pas vers la société, vers les autres, etc. Mais c'est pas les autres le problème. La foule ne m'a jamais trop fait peur, même si je pense que... Sauf quand elle encercle, peut-être. Ouais, et encore, effectivement, si j'étais dans un cas si extrême, c'est si proche de la claustrophobie, que je ressens aussi, parce que c'est une situation de non-recours, la claustrophobie. Mais pour donner un bon exemple de pourquoi c'est pas que de la claustrophobie, je ne me sens pas bien dans un ascenseur, je ne me sentirais pas bien du tout au milieu d'un désert, au milieu de l'océan. Alors je suis pas du tout enfermé. Et en fait si, parce que au milieu d'un désert ou au milieu d'un océan, on n'a pas de recours. On n'a personne à appeler, on n'a personne à aller voir, on n'a pas un hôpital à proximité. Bref, tous ces recours de la civilisation, on les a pas. Et donc, du coup, c'est là où je dis, c'est une sorte de phobie des situations de non-recours. Voilà, si je devais résumer mon souci aujourd'hui. Réglé sur beaucoup de choses, mais voilà, si ça devait être ma phobie d'aujourd'hui, ça serait celle-ci. Et c'est souvent celle qui touche les gens qui ont des troubles d'anxiété généralisée. C'est toujours une angoisse permanente et qui font des attaques de panique. La peur de la panique fait qu'on développe cette phobie finalement. Très bien. Moi, ça me parle, hein. J'ai exactement le même trouble, malheureusement. On est plein. On est plein. J'ai déjà essayé de l'expliquer un petit peu dans un épisode précédent. Ouais. Mais du coup, je trouve ça intéressant de te rencontrer, de discuter avec toi, parce que je crois bien d'ailleurs que c'est la première fois que j'ai l'occasion de discuter avec quelqu'un qui a exactement... les mêmes phobies, la même anxiété. Tu reconnais le schéma. Oui, malheureusement. Mais... oui, mais du coup, je me sens un petit peu moins seule. C'est déjà ça. J'ai rencontré pas mal de claustrophobes. Ouais. Je pense que c'est assez courant. En fait. C'est plus courant. Ouais, plus courant, je pense. Ouais. J'ai une grand-mère, par exemple, qui souffre de claustrophobie et c'est pas du tout nouveau. Et je connais des gens aussi plus jeunes, donc voilà. L'agoraphobie, je crois que j'ai jamais rencontré personne d'autre à part moi. Par contre, j'ai lu bien sûr énormément de témoignages. Enfin, j'ai consommé tout ce que j'ai pu à ce sujet de toute façon au fil des ans. Et autres Doctissimo. Oui, mais qui m'ont plus déprimé qu'autre chose. Ouais. Mais j'ai fait ça. Je pense que c'est une phase, comment dirais-je, c'est une phase naturelle. Parce qu'on a besoin de comprendre. Exactement. Voilà, t'as tout dit. C'est exactement ça. Mais je sais qu'à l'époque où je le faisais, ça me faisait pas du tout du bien. Simo parfois, en tout cas du moins, j'imagine sur ces certaines sections et celles où t'as pu aller, où j'ai pu aller, c'est quand même des gens qui ont des névroses qui sont pas exactement les mêmes et qui se les partagent et on va chercher là-dedans une réponse alors que, encore une fois, je parlais tout à l'heure de raison, d'essayer de rationaliser face à la peur. Je pense que même face à la phobie, il faut le faire. D'où l'intérêt de voir un spécialiste, quelqu'un qui a une distance, qui connaît le sujet. D'ailleurs, petite anecdote, à l'époque, donc j'allais sur ces forums, j'avais vraiment l'impression que c'était sans issue. C'était au moment au plus dur. C'était très très difficile comme époque et je pense que c'est naturel d'aller sur ces forums. J'y allais. Je suis allé tous les soirs, tout le temps. Dès que j'allais pas bien, j'allais là-dessus pour voir, pour essayer de trouver une réponse, essayer de trouver une solution peut-être même aussi. Quand ça allait mieux, après, donc mais des années après, 2-3 ans plus tard, je suis allé poster un commentaire sur un de ces forums pour leur dire c'est possible d'aller beaucoup mieux, ne restez pas sur ce forum et ne croyez pas tout ce que vous lisez ici. On est quand même assez démunis quand ça se produit. C'est pas quelque chose de si connu que ça. On sait pas trop où se renseigner, on sait pas trop à qui parler et c'est vrai qu'on a Internet alors qu'il est à la fois une chance et une malédiction, on va dire, parce qu'on trouve de tout. Mais c'est un peu la seule option qu'on a, en tout cas au début. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'aujourd'hui, on est on a l'habitude de trouver nos réponses sur Internet, même plus précisément Google.
qui est devenu presque un terme générique. Ce moteur de recherche a cette fonction assez étrange d'oracle, voilà, divinité, j'ose dire, à qui on pose toutes les questions et qui nous donne toutes les réponses. Donc forcément, quand il nous arrive quelque chose comme ça, c'est à lui qu'on va demander. J'imagine que dans l'ancien temps, on aurait demandé à notre grand-mère, à nos parents, et je pense que c'est mieux parce que c'est comme on se parle d'affect, on se parle de choses très personnelles, de très humaines, et que la meilleure direction qu'on devrait prendre dans ces cas-là, c'est d'aller voir, ne serait-ce que son généraliste. Rien que ça, déjà, c'est beaucoup mieux. Après, ça dépend du généraliste. Évidemment, mais oui. Quand et comment tu dirais que ça a commencé, du coup, toutes ces phobies? Cette phobie-là dont je te parle, de troubles d'anxiété généralisés. Comment est-ce que t'es passé, en fait, de l'une à l'autre? Ouais. Enfin, est-ce que tu vois des événements déclencheurs? Oui, pour ce qui concerne la dernière. Alors ensuite, comme je te disais, depuis petit, j'ai des phobies, donc je pense que j'en ai toujours eu. Je saurais pas te dire, du coup, quel est l'élément déclencheur. Mais alors ça, c'est enfoui dans ma mémoire, enfoui dans mon inconscient. Si on suit la théorie freudienne, un événement probablement a été enfoui et revenu de cette manière-là. Peut-être que je suis né avec des prédispositions à ça. Je saurais pas le dire parce que d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été anxieux. Ça veut pas dire que j'ai toujours été terrassé par l'angoisse. J'ai eu des grands moments dans ma vie. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis dans une période où je le vis très très bien même depuis 10 ans. Donc j'ai eu des hauts et des bas, mais aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu une sorte de, on va dire, propension à l'anxiété, à la phobie, etc. J'ai déjà vu ma mère, par exemple, faire une crise de panique dans un aéroport. Donc c'est très proche d'aujourd'hui. Je sais que j'ai la phobie de l'avion. Entre autres, c'est une sacrée situation de non-recours, un avion. On peut pas en plein vol ouvrir la porte et aller faire un tour. C'est la situation de lâcher prise par excellence. Oui, complètement. À moins d'avoir des connaissances en aviation. Exact, et quand bien même. Non, t'es pas dans le cockpit, donc et effectivement c'est interdit. Donc oui, j'ai des parents anxieux. Est-ce que ça vient d'eux? Je pourrais pas dire pas de l'enfance, pas de leur éducation, peut-être d'une anxiété que j'ai captée de leur part, c'est possible. Je sais, par exemple, on m'a beaucoup dit, m'étant renseigné sur le sujet, je sais que quand on est enfant, on est un peu moins capable de rationaliser, de comprendre les choses. Du coup, on est beaucoup dans l'émotion, on est beaucoup dans l'affect, et donc du coup, on ressent vachement les choses plus que les comprendre. Et donc probablement qu'enfant, oui, j'ai dû ressentir une part d'anxiété de mes parents, mais je pense comme tout le monde. Mais voilà, c'est pas si schématique. Mes parents n'ont pas exactement les mêmes angoisses que moi. Mon frère et ma sœur, qui ont la même éducation, n'ont pas les mêmes phobies que moi. Donc c'est pas automatique. Mais en tout cas, une sorte d'événement premier, il n'y en a pas eu. Pour ce qui concerne mes angoisses d'aujourd'hui, en revanche, là c'est différent. J'ai beaucoup plus de facilité à comprendre comment c'est arrivé. Ce qui ne veut pas dire que quelqu'un d'autre à ma place aura eu la même réaction. Mais en tout cas, je sais déconstruire un peu le cheminement de la chose. J'avais une petite 21 ans. Je sortais de ma première relation amoureuse qui s'était mal finie, comme toutes les histoires d'amour, en général. C'est un autre sujet. En général, c'est un autre sujet, mais il y a des gens que ça bouleverse. C'est presque un deuil, hein. Donc c'est des événements qui peuvent être traumatiques. Donc premier amour, ça se finit mal. De là, moi, j'ai une réaction qui est pas violente ni excessive dans l'angoisse. Justement, au contraire, je me laisse un peu aller. C'est là où je pense que j'aurais peut-être dû réagir avec le recul. Mais bon, c'était une première en tout. C'était un premier amour. C'était un premier chagrin. Et donc du coup, non, je suis plutôt rentré dans une sorte de déprime un peu insidieuse, un peu lente, sans trop d'anxiété d'ailleurs. Et dans laquelle je suis resté comme ça un an et demi, où j'ai fait des choix de vie qui étaient pas forcément les meilleurs. Bon, je suis parti à l'étranger, j'ai fait un Erasmus, mais disons que j'ai peu étudié, quoi. J'ai beaucoup fait la fête, j'ai pris des trucs, je me suis bourré la gueule en permanence, etc. C'est une fuite en fait, quoi. C'est une façon assez naturelle de réagir. Toutes ces substances sont des choses qui t'éloignent parfois d'un malheur peut-être que tu veux pas voir. Bon, le fait est qu'arrivé un moment, le rendez-vous était quand même pris avec le problème, et ça m'est revenu en pleine figure de manière encore plus forte. Et là ça a un peu déclenché, c'est un peu l'image que j'ai, c'est un peu cassé une sorte de barrière, quoi. Ça a cassé une sorte de mur où là est venu le truc d'anxiété généralisée. Là sont venues des paniques. Là c'est comme si mon cerveau tout d'un coup en fait s'était autorisé à avoir
peur et profondément peur de certaines choses qui, il savait lui-même, étaient irrationnelles. J'arrive à comprendre d'où m'est venu, moi personnellement, enfin à comprendre. J'arrive à savoir comment c'est venu. Alors pourquoi non, je sais pas. C'est une autre question. Peut-être que, comme je t'ai dit, quelqu'un d'autre aurait eu une autre façon de le vivre. Mais je sais très bien que cette sorte de laisser aller, cette sorte de façon de pas réagir m'a conduit, enfin de fuite, m'a conduit à développer une angoisse beaucoup plus forte. Et je pense qu'on en reparlera, mais je me permets déjà de dire quelque chose qui va peut-être paraître étonnante. C'est que, avec ce recul-là, je vois une fonction à cette angoisse. Je lui vois du bien aussi. Et je pense que tout a une fonction. Comme la peur est pas un sentiment agréable, mais qui a une fonction parce qu'elle nous sauvegarde de certains dangers, je pense que l'anxiété, les phobies ont une fonction aussi. Probablement. Et en tout cas, celle-là, même les attaques de panique, il y en a pas une que j'aurais aimé ne pas éviter. Mais elles ont eu leur fonction. Elles m'ont fait réagir. Elles m'ont fait sortir de la situation dans laquelle j'étais, où justement je ne faisais rien de ma vie, je me laissais aller, etc. C'est pas une sorte de méthode Coué où je me dis allez, il faut être positif. Rationnellement, en réfléchissant bien, toutes ces anxiétés m'ont apporté des choses bien dans ma vie aussi. Beaucoup de problèmes, mais des choses bien aussi. Mais ça, tu peux le dire aussi avec la sagesse et le recul nécessaire, oui, bien sûr. Pouvoir, Quand on est dedans, on veut juste en sortir. Oui. Ça, c'est normal. Quand on est dedans, y a aucune sagesse qui tienne. On est dans la douleur. Dans la douleur, on raisonne pas. Comment est-ce qu'elle se traduisait au quotidien, ou comment est-ce qu'elle se traduit peut-être encore aujourd'hui? Enfin, je veux dire, ces phobies, comment est-ce qu'elles t'affectaient au quotidien? Dans un premier temps, sont venues donc des crises d'angoisse, une anxiété généralisée. Là, c'était quelque chose d'assez permanent, de dur. Une crise de panique, c'est quelque chose de très difficile à décrire, mais quiconque en a vécu, je pense, se sent la personne la plus souffrante du monde. J'avais vraiment l'impression quand ça m'est arrivé que personne au monde avait connu ça. Alors c'est déjà complètement faux. Il y a des gens qui ont connu ça, des gens qui ont connu pire. Il faut jamais se sentir seul et unique parce qu'on ne l'est pas. Voilà, où un peu de raison peut nous faire du bien. C'est très difficile à décrire. C'est il y a beaucoup de littérature sur le sujet. Hein. C'est une sensation de mort imminente pour certains. Alors pour certains, ça va être focalisé sur quelque chose de physique. Ils ont peur de faire un arrêt cardiaque. Pour d'autres, ça va être très psychologique. Ils ont peur de devenir fous. Moi, j'ai l'impression de devenir folle. Ah ouais, mais c'est d'ailleurs, on parlait de phobie, c'est la lysophobie, t'en es une, c'est la phobie de devenir fou, qui est assez contradictoire dans le sens où si tu t'en rends compte ou si tu y penses, c'est que t'es pas en train de devenir fou justement. Mais bon, encore une fois, allons raisonner à ces moments-là. Donc ouais, non, ça m'est arrivé. Si je devais le résumer, je dirais c'est une sensation de désespoir, mais d'une force, d'une puissance incroyable. J'aurais troqué cette douleur contre n'importe quelle douleur physique au monde, n'importe laquelle. À ce point-là. Ouais, avec ceci dit, alors bon, après si probablement on me mettait dans la situation de la douleur physique équivalente, je dirais pitié, rendez-moi l'autre. Bon voilà, on raisonne mal quand on souffre. Mais c'est quelque chose de très 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 puissant, et quand les fois où ça m'est arrivé, c'était très 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 puissant. Et avec cette différence que si on se fait couper le bras, je suis très basique dans mes métaphores, mais si on se fait couper le bras et qu'on va voir des gens après pour dire oh là là j'ai eu très mal, les gens vont grimacer, alors qu'ils ont jamais eu le bras coupé, hein, mais ils vont se dire oh là là qu'est-ce que ça doit faire mal, parce qu'ils ont déjà eu un dos coupé. Le problème quand on fait une attaque de panique, excepté les gens qui en ont fait, et d'ailleurs j'ose dire, il y a beaucoup de gens qui parlent de crise d'angoisse et qui disent qu'ils angoissent alors que finalement ils font que stresser. C'est devenu parfois un terme un peu générique, l'angoisse. Je pense je pense que c'est une erreur. L'angoisse, quand on l'a vécu, on sait ce que c'est. Je dis pas, je préjuge pas quand les gens me disent j'ai fait une crise d'angoisse, mais c'est quand même quelque chose à part. Mais le problème avec les crises d'angoisse, c'est que on essaie d'expliquer ça aux gens et on voit que ça imprime pas.
c'est ce genre de problème, et ça vaut pour la dépression, ça vaut pour beaucoup de problèmes, on va dire, névrotiques, ne comprennent que ceux qui l'ont vécu. Je le dis pas de manière, on va dire, prétentieuse. Aujourd'hui, on croit comprendre, les gens entendent des mots, les gens entendent parler d'attaques de panique, alors parfois même les utilisent alors qu'ils ont juste eu 2-3 palpitations. Je ne pense pas qu'ils les comprennent, et c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que il faut le vivre pour savoir ce que c'est. Et ça peut arriver à absolument tout le monde, hein, d'ailleurs, mais je ne le souhaite à absolument personne. Et alors, ça t'est arrivé dans quel type de situation ? Voilà, comme je te disais, des troubles d'anxiété généralisés. À ce moment-là, ça m'arrivait dans plein de situations différentes. Il n'y avait pas vraiment de moment. Il y a des choses physiques qui provoquent ça. Je trouve. Quand tu as un trouble d'anxiété généralisée, il y a des choses parfois très physiques qui peuvent amener à ça. Si t'es en lendemain de soirée, si t'es en lendemain de cuite, si t'es fatigué, si tu viens de fumer une cigarette, moi je sais, ça peut me déclencher des petites montées d'angoisse. Je pense qu'il y a tout un tas de choses. Moi, dans mon cas personnel, je n'avais pas vraiment de situation où figer l'angoisse. Et d'ailleurs, c'était le gros du problème. Quand je te parlais des fonctions des phobies, je pense que moi, la fonction de ma phobie qui m'a amené à devenir agoraphobe est celle-ci. C'est-à-dire qu'elle a fixé sur quelque chose toute cette névrose, toute cette anxiété généralisée. Tout d'un coup, au moins chez moi, j'étais à l'abri. Si je n'étais pas dans un ascenseur, j'étais à l'abri. Si j'étais pas dans le métro, j'étais à l'abri. Alors qu'avant, c'était vraiment absolument partout, tout le temps, ça pouvait arriver à n'importe quel moment. Ce qui est encore plus flippant. Dans le sens où si tu te dis c'est l'ascenseur mon problème, bon bah ça va être l'ascenseur le problème. Alors après du coup t'es bloqué, tu prends plus l'ascenseur, mais la fonction elle est là. Au moins le mal-être s'est focalisé sur s'est mis dans un réceptacle et il reste là. Et alors comment t'es passé du coup de cette étape où il n'y avait pas de réceptacle spécifique à justement l'ascenseur et tout un tas de situations du coup. Alors bizarrement en allant mieux en fait, en allant un peu mieux. En acceptant un peu plus l'anxiété, en réagissant mieux, donc en faisant, je veux dire, à un moment donné, comme je te disais, c'est un moment où ma vie était un petit peu dissolue, que ces anxiétés sont venues, en recadrant ma vie, en essayant d'y mettre, voilà, des limites, quelques barrières, etc. Enfin, pas quelques barrières, mais le lapsus c'est intéressant, mais des balises, quoi, hein, donner une certaine direction à ma vie. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai commencé un peu à mettre de l'ordre dans ma vie, à aller mieux. Et je pense qu'instinctivement, inconsciemment, je saurais pas utiliser le bon terme, ni savoir lequel est vraiment le bon terme, mais je pense que, voilà, de manière assez naturelle, en mettant de l'ordre dans ma vie, j'ai rangé mes angoisses dans quelque chose. Alors, elles étaient tellement présentes que c'est moi-même qui me suis rangé. Je me suis mis dans mon studio, et du coup, le monde extérieur m'angoissait. Mais ça allait mieux. C'est bizarre, je sais te dire ça, mais ça allait mieux. Je voyageais moins, je bougeais moins, mais j'étais mieux, j'étais un peu plus recentré sur moi-même, j'étais personnellement un peu mieux. Donc, tu t'interdisais tout un tas de choses, mais en fait, quelque part, tu te sentais mieux et plus en sécurité dans un périmètre plus restreint. Ouais, exact. Mais alors quand je te dis que je m'interdisais, quand tu dis je m'interdisais, il y avait rien de fait sciemment, de rationnel là-dedans. Tu vois, c'est assez naturellement, je te dis, mais j'ai rangé mon anxiété. Enfin, je l'ai porté sur un objet. L'objet était devenu le monde extérieur. Alors c'est assez pénalisant et assez problématique. Mais dans le monde intérieur, dans ma maison ou même à l'intérieur de moi-même, ça commençait déjà à aller mieux. Donc il y a eu ce passage en allant mieux finalement. C'est assez bizarre, paradoxal, mais je pense que c'était une étape nécessaire. En tout cas, avec du recul aujourd'hui, on se parle de quelque chose qui a eu lieu à 10 ans, c'était une étape. Et c'est clairement une étape vers du mieux. Et ça s'est confirmé par la suite ? Alors, qu'est-ce qui s'est confirmé ? Est-ce que c'est confirmé d'aller mieux ? Oui, complètement. Qu'est-ce que t'as mis en place à ce moment-là qui a fait que, justement, tu t'es senti mieux ? Je pense que c'est très difficile de jouer sur son âme, sur son ressenti, sur son psychisme. En revanche, on peut jouer sur des choses concrètes qui lui font du bien. Donc j'ai repris les études. J'ai trouvé un boulot qui me passionnait. J'ai commencé à avoir un peu plus d'autonomie dans ma vie. Le fait de vivre seul m'a fait beaucoup de bien. Le fait de, voilà, comme je te dis, de trouver un métier, une nouvelle, et en même temps qu'un métier, une passion. Bon, c'était de la publicité, c'est toujours ce que je fais d'ailleurs.
et de faire un métier créatif m'a fait beaucoup de bien. Du coup, d'investir mon esprit dans quelque chose, de développer des passions par ailleurs. Tout ça sont des choses assez concrètes qu'on fait pas forcément. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que quand on va pas très bien, on n'a pas nécessairement envie de faire des choses qui nous passionnent. C'est normal. Mais j'ose dire, parfois je me forçais un peu. J'essayais de faire du sport. J'en faisais d'ailleurs. Ça m'a jamais quitté. J'ai toujours fait du sport depuis. Je sais que j'ai besoin de ça. Ça m'arrive dans mon travail de le dire à moitié en rigolant, pour qu'on me foute la paix entre midi et deux, qu'on me colle pas de réunion. Je dis entre midi et deux, je vais faire du sport. Chez moi, c'est thérapeutique. J'ai besoin. Ça défoule. Concrètement, ça fait du bien. On risque moins de faire une attaque de panique après une séance de sport, je pense, qu'après une grosse soirée. Après, je dis pas que ça peut pas arriver après une séance de sport, hein. Mais qui dit sport dit aussi passion parfois, parce qu'on peut faire des sports passionnants. Bref, tout ça, ce sont des choses très vertueuses qu'on n'a pas nécessairement envie de faire quand on va mal, mais qui sont vraiment des choses qui m'ont beaucoup aidé. D'accord. Et qui parfois il faut peut-être aller contre soi-même, surtout quand on est anxieux ou dépressif, ou déprimé. Et moi, j'ai eu les deux, parce qu'à force d'être aussi anxieux, j'ai fait une dépression. C'est vrai que c'est très difficile, mais il faut avoir une sorte de foi, et je le dis pas au sens spirituel, hein, je le dis au sens aussi spirituel qu'athée, chacun le prend comme il veut le prendre, mais je pense que parfois, aller contre soi-même, croire en quelque chose, je dis croire au bienfait d'une chose même par la raison, c'est un truc très vertueux, voilà. Il faut savoir que faire des choses, faire du sport, se forcer, voir des gens, pas se forcer tous les jours, pas nécessairement s'obliger à faire 1 milliard de trucs alors qu'on en a pas envie, mais un petit peu, petit à petit, ça fait du bien. Donc ça, c'est un conseil que je donnerais, en tout cas, mais c'est un conseil. Mais je réponds à ta question, hein, très honnêtement. Qu'est-ce qui m'a aidé, qu'est-ce que j'ai mis en place? Ça, des petites choses très concrètes, très concrètes. Ça peut être le matin faire son lit, ça peut être se mettre des horaires. Un peu d'ordre, ça fait du bien. Je dis pas qu'il faut être psychorigide, non, parce que ça peut être assez punitif comme mentalité, mais se mettre de l'ordre, s'obliger à ça tienne dans la durée. Voilà, exactement. Mais ce qui est pas facile. Alors et à côté de ça, faut un truc hyper important, faut savoir se pardonner, savoir se prendre dans les bras, faut savoir se dire que c'est pas de notre faute, parce que c'est la faute de personne d'avoir de l'anxiété, personne ne désire ça. Je pense que n'importe quelle personne qui a la moindre phobie dans le monde, si elle pouvait appuyer sur un bouton pour qu'elle disparaisse, elle le ferait instantanément. Et l'exemple est pas si bon. Je pense qu'on serait prêt à beaucoup plus pour qu'elle disparaisse, ces angoisses. Je me dis, mais qu'est-ce que j'aimerais être amnésique, alors que de ça, j'ai pas envie d'oublier toutes les autres choses que j'ai vécues. Mais voilà, t'es prête à un sacrifice. À enlever tout ce qui est lié à ça. T'es prête à un sacrifice. Ah oui. Mais je comprends parfaitement. J'ai déjà eu le même schéma de pensée. J'étais prêt aussi à un énorme sacrifice. Mais parfois se forcer à faire des choses dont on sait qu'elles sont bonnes pour nous, c'est un petit sacrifice qui fait du bien. Donc faut plutôt le voir comme ça. Ouais. Donc ouais, voilà quoi. C'est des choses très concrètes, parfois même petites, et pas grave si on n'y arrive pas, on continue. Ce qui est important, c'est d'être dans la bonne dynamique. Bien sûr. Et alors, t'as parlé de dépression. Est-ce que tu dirais que la dépression, elle était plutôt là avant et elle a évolué vers de l'anxiété? Enfin, en tout cas, l'anxiété a permis quelque part de mettre le doigt sur des choses peut-être plus enfouies, qui étaient liées à un mal-être, en fait. Ou est-ce que tu dirais que c'est plutôt l'anxiété qui a mené, ou en tout cas qui a nourri une dépression, parce que je sais pas, t'as pu te sentir découragé, t'as pu te sentir déconnecté aussi des autres, parce que quand on souffre d'anxiété, on se sent quand même très très seul, et on se sent pas toujours très bien compris aussi. Bien sûr. J'écoutais par exemple le témoignage d'un agoraphobe il y a quelque temps, qui disait qu'il avait souffert d'agoraphobie pendant 15 ans, je crois, et qu'au cours de ces 15 années, il avait plusieurs nanas qu'il avait quittées, par exemple. Parce qu'elles comprenaient pas le fait qu'il les accompagne pas à tel endroit ou à telle occasion, et lui, c'était pas parce qu'il voulait pas y aller, mais c'était que vraiment ça le stressait énormément, en fait. Enfin, il était super mal. Moi, j'ai la chance... toucher du bois, mais de pas souffrir de dépression. Par contre, j'ai des grosses déprimes régulièrement. Et moi, dans mon cas, je pense que c'est un peu les deux. Il y a des choses qui préexistent
Et puis l'anxiété nourrit beaucoup de déprime parce qu'il y a des jours où je me sens complètement découragée en fait. Je me dis que je vais jamais en sortir. Donc voilà, j'étais curieuse un peu de voir comment toi tu expliques les choses. C'est une excellente question. Je pense que les deux sont très très liés. Je vais d'abord faire une parenthèse que je trouve importante par rapport au témoignage de la personne dont tu parlais et ses relations. Si j'avais un conseil à donner, c'est faut pas avoir peur de dire les phobies qu'on a. Si la personne vous quitte parce qu'elle n'accepte pas ses phobies, et tant mieux. J'ai envie de vous dire. Alors c'est facile à dire, mais vraiment tant mieux. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Et les personnes qui tiennent à vous resteront avec vous. Voilà. C'est un peu radical, mais de toute façon, si c'est pour que ça se termine, autant que ça se termine pour des raisons que vous comprenez et que vous vous dites, c'est pas très grave. Et puis quelqu'un a parfaitement le droit de se dire, j'ai pas envie d'être avec quelqu'un qui a des problèmes, etc. Alors ça veut pas dire qu'au premier date, il faut tout de suite dire, j'ai des phobies, je vais pas bien. Non, un premier date, c'est un peu une vente. on ramène pas tous ces problèmes immédiatement. Mais assez tôt dans la relation, je pense qu'il faut pas avoir peur de dire. Faut pas être désespérant, faut pas dire voilà, je me bats contre, je travaille pour aller mieux et tout ça, mais faut pas avoir honte de le dire. Alors ta question est très bonne parce que je pense que les deux sont hyper liés. Moi dans mon cas, il y a une lente déprime, mais qui n'était pas une dépression forte, qui a fini en grosse angoisse, et ces grosses angoisses, ces attaques de panique, je crois, ont déclenché la dépression plus profonde, plus lourde. Donc tu vois, c'est un peu des deux. Après la dépression est partie, les angoisses sont restées. Mais c'est les deux sont très liés. Déprimé, je pense, angoissé, déprime. Tu vois, voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de troubles anxio-dépressifs. C'est presque un package. Ça vient ensemble. En tout cas, moi, ma grosse dépression est venue de faire trop de crises de panique et de me sentir, je pense, complètement condamné par rapport à ça. Je voyais pas de sortie, bam, dépression. Mais c'est deux sentiments pas les mêmes, hein, mais très liés, très très liés. C'est pas vraiment des sentiments, plutôt on va dire des maladies névrotiques. Je sais que le mot malade est pas joli, hein, mais il y a pas de mal à ça. Hein. De la même manière qu'on a une grippe, on peut avoir des troubles. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Et ouais, très très liés les deux. L'un amène l'autre, je pense. Après ma rupture amoureuse, donc c'était après cette année de vie un peu dissolue, un peu on va dire chaotique. En revenant, j'allais pas très très bien, je ne savais pas du tout quoi faire de ma vie. Bon bref, plein d'éléments étaient en place pour qu'il y ait une sorte de rupture, on va dire. Et là j'ai fait des attaques de panique. J'ai d'idées parce qu'il y en a eu plusieurs, mais à partir de la première, je me suis dit il y a un truc qui va pas du tout. Et donc là, j'ai cherché de l'aide, j'ai cherché à voir à l'époque, c'était un psychiatre, bon voilà quoi, être suivi. Mais ce que je connaissais déjà, parce que enfant, quand j'avais toutes ces phobies aussi, j'allais voir des psys. Mais bref, je suis un client fidèle du genre. Mais pour répondre à ta question, je l'ai su très précisément avec mes attaques de panique. C'est là où je dis que j'y vois une fonction, mine de rien. C'est que sans ça, j'aurais pu continuer encore à me dégrader, à avoir une vie pas terrible. Bon, elle a eu ça de bon que j'ai compris qu'un truc n'allait pas bien et que j'ai cherché à en sortir. À suivre.